Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité, 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire ont prêté serment vendredi. Ils ont pour mission principale l'organisation du référendum constitutionnel ainsi que des élections générales. L'exécutif a marqué le 218e anniversaire de l'assassinat du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Pendant que la cérémonie se tenait au Mupana, des tirs nourris ont été entendus au centre-ville de Port-au-Prince. Également à la une de ce vendredi, le Fonds national de l'éducation a investi près de 346 millions de gourdes pour la production d'environ 13 000 kits scolaires destinés aux écoles publiques de l'enseignement fondamental dans les 10 départements. Comme je le disais en titre, la prestation de serment et l'installation des conseillers électoraux ont eu lieu vendredi 18 octobre 2024. Bien que le CEP reste incomplet, cette cérémonie constitue une étape significative vers l'organisation des prochaines élections dans le pays, a souligné Maître Carlos Hercule, qui a procédé à leur installation. Les conseillers devront s'engager dans une course contre la montre pour atteindre les objectifs fixés dans le délai imparti, a-t-il ajouté. C'est donc avec un immense plaisir que je procède cet après-midi à l'installation des membres du nouveau Conseil électoral provisoire, un organe crucial pour la survie de la démocratie. Ce nouveau Conseil a la lourde responsabilité d'organiser en un temps record, probablement, un référendum et des élections générales, notamment locales, municipales, législatives et présidentielles en octobre 2025. Le défi est donc immense, cependant. Avec une bonne disposition d'esprit, un engagement inébranlable, des moyens à la disposition des besoins et une éthique sans faille. J'insiste sur l'éthique sans faille. La deuxième chose, vous devez être solidaires entre vous. Là, nous faisons vote. Moun dehors pas besoin de connaître qui est-ce qui pas voter. Son droit gain pour pas voter. Mais la majorité a voté, c'est pour accepter. Vous avez une responsabilité comme conseil électoral pour consacrer le vote populaire. C'est pas vous qui fait vote, pour consacrer tout simplement. Ça, il doit être présent. Parce que les millions qui vont être utilisés pour organiser les élections, ils n'ont pas dû utiliser mal. Donc vous devez être très conscient de cela. Ça ne va pas être facile. Vous doit tirer sur nous. Il faut assumer. Parce que n'accepter, vous désirez nous n'accepter. C'est pour nous prendre avec tout ça comme responsabilité. Nous qu'à quitter pour nous là-dedans. Il faut nous très conscients de cela. Très conscients de cela. Votre arrivée à la tête de l'institution électorale s'inscrit dans les initiatives de l'acte 5 de la feuille de route gouvernementale du 17 juillet 2024, mais également à l'article 33 de la section 11, titre des élections, qui forme le socle du régime transitoire CPT Gariconi. Mais ce début de gouvernance fait naître également beaucoup d'espoir de la part de la société haïtienne qui attend longtemps à être gouvernée par des dirigeants qu'elle aura librement choisis. Conscient de l'urgence de la situation, je vous exhorte donc à vous mettre à la tâche dans les heures qui viennent. C'est donc un impérium de revenir à la normalité constitutionnelle. Il s'agit aussi bien, tant pour le régime transitoire que pour la nation, de préserver notre démocratie. Dis-je, je vous exhorte à organiser des élections qui seront au-dessus de tout soupçon.
Le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, John Feiner, a rencontré le 16 octobre dernier des responsables haïtiens, des dirigeants de la mission multinationale d'appui à la sécurité et de la police nationale d'Haïti pour discuter du renfort des efforts en matière de sécurité et de gouvernance. Accompagné d'une délégation de haut niveau, M. Feiner a également rencontré le Premier ministre Gary Coney et des membres du Conseil présidentiel de transition. M. Feiner a salué la passation de pouvoir au président Leslie Voltaire le 7 octobre et a encouragé les dirigeants haïtiens à prioriser l'intérêt du pays. Il a souligné que les États-Unis demeurent le plus grand contributeur à la mission et ont assuré leur soutien à une éventuelle mission de maintien de la paix de l'ONU. Par ailleurs, il a insisté sur l'importance de renouveler le programme commercial Hope Help pour favoriser la prospérité économique d'Haïti. Autre information, adoption à l'unanimité ce vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2752 renouvelant le régime des sanctions applicables en Haïti contre les personnes encourageant la violence et le mandat du groupe d'experts qui assiste le comité de sanctions dans son travail. Ce régime renouvelé comprend également l'extension de l'interdiction de voyager et des mesures de gel d'actifs des sanctionnés, l'inclusion de l'exploitation et du commerce illicite de ressources naturelles comme critères supplémentaires de sanctions et l'élargissement de l'embargo sur les armes. Suivez donc un extrait du discours du représentant d'Haïti à l'ONU, Antonio Rodrigue. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil, en particulier les deux porte-plumes, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et l'Équateur, d'avoir œuvré activement pour aboutir à ce résultat. En prenant comme un accord cette décision opportune, le Conseil de sécurité réaffirme sa ferme détermination à s'attaquer à tout ce qui contribue à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et qui fait peser du même coup une menace grave sur la paix et la sécurité dans la région. À cet égard, nous sommes particulièrement encouragés par les nouvelles dispositions qui ont été adoptées en vue de rendre les sanctions plus efficaces. C'est le cas, par exemple, de l'embargo sur les armes dont le champ d'application a été élargi afin d'empêcher l'afflux d'armes illicites en Haïti qui alimente la violence endémique des gangs dans le pays. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces avancées significatives. Une fois de plus, nous invitons les États membres à se montrer davantage proactifs dans la lutte contre le commerce illicite des armes qui non seulement sème le deuil dans les familles haïtiennes, mais encore déstabilise tout le tissu social, économique et politique du pays. Il y a lieu aussi de mettre l'accent sur le dispositif opératif 4 qui prône une plus grande coordination entre le comité, le groupe d'experts et d'autres parties prenantes des Nations Unies et de la région sur la mise en œuvre du régime des sanctions en organisant des réunions d'information conjointes à l'intention de l'ONU dans le but de les sensibiliser aux mesures de sanctions. Madame la Présidente, en guise de conclusion, le Conseil de sécurité, par l'adoption de cette résolution, a fait des avancées significatives dans la recherche d'une solution à la grave crise multidimensionnelle qui frappe mon pays. Il ne nous reste qu'à passer à la phase active, à savoir l'application effective de ce texte important par les États membres. Nous formons le vœu que, conformément au paragraphe 13 du dispositif de la résolution, les principaux objectifs de cette résolution puissent être atteints lors de la prochaine évaluation fixée dans un an. Autre grand point dominant l'actualité, la cérémonie d'offrande florale marquant le 218e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines s'est déroulée au musée du Panthéon national pendant que des tirs nourris ont retenti au centre-ville de Port-au-Prince. Les conseillers présidents, dont le coordonnateur Leslie Voltaire, ont rapidement déposé la gerbe en moins de 10 minutes avant de quitter précipitamment les lieux. Rodolphe Fierluis, qui a suivi cette première activité au Champ de Mars, ainsi que la seconde à la Villa d'accueil, est avec nous ce soir sur le plateau pour plus de détails. Rodolphe Fierluis, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. Comme on vient de le dire, vous aviez assisté justement au 218e moment de commémoration de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines.
Il y a eu plusieurs justement moments de ces cérémonies. Dans un premier temps, le CPT a été au Mupana. Vous qui étiez au Mupana, décrivez-nous la situation, comment c'était? Eh bien, il faut dire que justement, la cérémonie s'est déroulée au musée du Panthéon national, mais il faut préciser également que c'est sous une pluie de balles. Donc, depuis vers 6h30, 7h du matin, il y avait des tirs nourris au niveau du Champ de Mars, ce qui a créé une situation de panique pour les habitants de la zone. Mais au musée du Panthéon national, il faut également souligner qu'il y avait un dispositif important de sécurité qui a été mis en place, des chars blindés, des différentes unités spécialisées de la police nationale. Elles étaient toutes présentes et la cérémonie s'était programmée vers 7h30, mais c'est entre 8h30 et 8h35 qu'on a remarqué le premier cortège, c'est celui du commandant-chef de l'armée d'Haïti, celui également du directeur général de la PNH. Ensuite, il y a eu le cortège des conseillers présidents, plusieurs conseillers présidents, eux-mêmes qui arrivaient ensemble. Il y a des gens qui ont posé question, ça qui explique au retard ça. Il y a des gens qui allaient très loin pour poser question, est-ce que c'est parce que dans la zone, il y a un pile tir? Jusqu'à présent, ce sont des questions qui restent pendantes, mais la réalité, c'est que vraiment, il y a un pile tiré dans la zone. Et le conseiller président est arrivé, il est rentré dans Mupana directement, il descend de machine, rentré dans Mupana. Leslie Voltaire, en tant que président du conseil, coordonnateur général, il déposé Gerbe Fleur là, dans mémoire Jean-Jacques Dessalines, il a procédé à signature et durant quelques secondes, pour ne pas dire quelques minutes, et après, il a quitté l'espace là. Donc, il faut dire que c'est une cérémonie qui déroulait en moins de 5 minutes. Conseiller président a fait tout ça, il a fait. Généralement, après cérémonie, ça a toujours gagné au chant qui baille, gagné fanfare qui baille au chant, etc. Mais hier, pas de gagner tout ça. Donc, c'est sûrement par rapport à des commentaires et des gens qui étaient sous Champ de Mars là, eux-mêmes qui interprétaient pour dire que ils comprennent que c'est parce que tu es gagné pile tiré, parce que vraiment tu es gagné pile tiré, nous-mêmes qui étaient journalistes, qui étaient dans l'espace là, surtout Bordeaux 2004 là, nous étions obligés de coucher plate pendant au moins 3 à 4 minutes parce que tir était en pile. Dans le matin, tu as tir, mais le cortège conseiller président a fait ensemble, tir vient plus. Donc, ça qui fait que tu gagné nous-mêmes comme travailleurs de presse et que les gens qui étaient dans la zone tout et ensuite tu gagné tout en situation de panique par rapport à Thierry. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que les conseillers présidents, ils étaient présents, ils descendent, ils ont fait annonce l'an passé à travers les réseaux sociaux, invité les médias. Ils ont venu, tout comme médias, ils ont venu, ils ont déposé gerbe de fleurs là, ils ont procédé à signature là, et après, ils ont quitté l'espace là. Donc, si l'on comprend bien, malgré tiré que tu gagné, ça n'a pas empêché que tu aies fait ça ou tu venu faire. Non, ça n'a pas empêché que tu aies respecté l'engagement parce que tu venu justement, en pile monde tu commencé à poser des questions parce que il y a deux trois monde qui t'a passé sur Champ de Mars là qui a dit que bon, c'était 7h30 mais il y a 8h20, 8h25 côté yo, il y a des monde qui t'a commencé manifester inquiétude mais après vers 8h30, 8h35, yo venu vraiment, yo fait exactement ça pour faire et après ils ont quitté l'espace là. Après avoir quitté justement cet espace, le Mupana, ils se sont rendus à la villa d'accueil. Décrivez-nous justement la cérémonie qu'il y a eu à la villa d'accueil. Eh bien, c'est encore la deuxième phase de la cérémonie. La première phase, c'était au Mupana, au musée du Panthéon national. La deuxième phase s'est tenue à la villa d'accueil où il y avait le gouvernement au complet, à savoir le cabinet ministériel. Tous les ministres étaient présents, y compris la ministre très sollicitée, Dominique Dupuis. Il y avait également les conseillers présidents qui étaient là, à l'exception de 2, il faut le dire, Laurent Saint-Cyr et Louis-Gérald Gilles, Leslie Voltaire, Fritz Jean, Emmanuel Verthilaire, donc tous les conseillers présidents à l'exception de 2 étaient présents. C'est une cérémonie qui s'est déroulée dans la sérénité, dans le calme. Il y avait d'abord un texte qui a été présenté, il y a eu également un chant, mais le plus important c'est le discours du coordonnateur général Leslie Voltaire. Dans son discours d'abord il a mis l'accent sur, il a fait un peu l'historique de Jean-Jacques Dessalines pour rappeler qui il était vraiment et après le message c'est qu'il a lancé un appel
à l'union nationale. Il a souligné le point le plus important dans le discours, le point essentiel. Il faut qu'il y ait un dépassement de soi entre tous les membres du pouvoir en place, le Conseil présidentiel, les membres du gouvernement. Pourquoi? C'est dans l'intérêt bénéfique du pays. C'est d'après son discours, c'est l'essentiel de son discours après avoir présenté l'historique de Jean-Jacques Dessalines. Par la suite, il y a eu un moment de partage, de convivialité. Il y avait un thé entre les conseillers présidents ainsi que les membres du gouvernement. Et il y avait une poignée de main qui a été donnée entre Dominique Dupuy et Leslie Voltaire, le coordonnateur général du Conseil présidentiel. Donc est-ce qu'on peut dire que cette poignée symbolise en quelque sorte l'union entre le CPT, le gouvernement, que notamment le coordonnateur Leslie Voltaire a prêché? Eh bien, on va se garder de faire des commentaires là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que ça attire l'attention, ça suscite beaucoup d'interrogations. Il y a à travers les réseaux sociaux des citoyens qui se questionnent là-dessus. Qu'est-ce que cela signifie? Mais la réponse viendra. Pourquoi je dis viendra? C'est parce que c'est à l'avenir qu'on finira par constater réellement cette poignée de main. Est-ce que cela a voulu dire que les deux, maintenant, ont finalement trouvé un terrain d'entente? Oui, ils ont tourné la page. Ils ont tourné la page. Ou est-ce que cette querelle entre le Conseil présidentiel et les membres du gouvernement, notamment la ministre, est-ce que ça va continuer ou ça continue? Alors qu'on commémorait les 218 ans de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, il faut dire que parallèlement, des mouvements de mobilisation étaient prévus. Qu'en est-il de ces mouvements, Rodolphe? Eh bien, justement, il y a eu depuis quelques semaines des conférences de presse par plusieurs partis politiques qui se font appeler l'opposition plurielle, qui se réclament l'opposition plurielle, avec à leur tête Jean-Tel Joseph. Donc il y a eu des conférences de presse pour dire que ce 17 octobre sera une journée de mobilisation. Et justement, on se rappelle, nous sommes dans quel contexte? C'est dans un contexte d'état d'urgence sécuritaire. Et on a appris que avant même ce mouvement, l'État haïtien, les membres du gouvernement ont renouvelé ou, si vous voulez, ont prolongé l'état d'urgence jusqu'à la première semaine du mois de novembre. Donc c'est dans ce contexte que ces partis politiques ont voulu investir une fois de plus les rues de la capitale. Selon les constats, c'est un mouvement qui a été tué dans l'œuf par les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Il y avait 2 points de rassemblement qui ont été constatés au niveau du carrefour de l'aéroport, au niveau de Delma 32. Les unités de la PNH ont utilisé, selon certains, des moyens classiques à leur disposition afin de reprendre le contrôle de la situation. Donc il n'y a pas eu de mouvements de protestation sur l'autoroute de Delma. Selon les constats, la police a fait de tout son mieux pour contrôler la situation. Rodolphe Pierre-Louis, merci infiniment. Un plaisir. Voilà donc les précisions de notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis. Il nous décrivait justement la journée du 17 octobre. Parlons à présent éducation. Près de 346 millions de gourdes ont été investis par le Fonds national de l'éducation pour la production d'environ 13 000 kits scolaires destinés aux écoles publiques du cycle fondamental dans les 10 départements. Ce vendredi 18 octobre, lors d'une visite à l'entrepôt du FNE situé dans le parc industriel de la Sonapi, Yves Robin, directeur général du ministère de l'Éducation nationale, et Jean-Ronald Joseph, directeur général du FNE, ont réaffirmé l'engagement du gouvernement dans ce projet en lien avec la rentrée scolaire. Nous connaissons que depuis la rentrée scolaire, nous connaissons que gagner en pile élèves, nous connaissons que faut gagner matériel didactique, par exemple manuel scolaire. Il faut gagner kit scolaire. Nous avons fait une distribution de kits scolaires dans pile l'école, surtout l'école qui est dans une zone difficile, dans une zone métropolitaine. Il y a pile élèves qui arrivent à joindre et kits scolaires, d'accord, qui gagnent pile cahier là-dedans, qui gagnent des instruments de géométrie, qui gagnent pas dessus, etc. C'est vraiment bien. Mais nous-mêmes, en dans le ministère, là, nous avons travaillé tout et pour nous doter l'école en cantine scolaire, parce que nous connaissons que une corrélation étroite entre place chaud et rendement timounio
dans l'école là. Ministre Antoine Augustin travaille avec le gouvernement dans ce sens pour nous si toute l'école nationale nous gagne d'abord par une discrimination inversée et pour tout le monde qui est capable de recevoir manger à recevoir un plat chaud et chaque jour. Mais là, je parle de manuel, je parle de matériel didactique, je parle de cantine scolaire. Mais il y a l'autre élément qui est important dans la question de l'école, c'est bien la question mobilière. La question mobilière est importante en pile. Nous connaissons que l'école, surtout dans le département de l'Ouest, dans le département Artibonite, nous connaissons qu'il y a un pile sans-abri, un pile monde qui était persécuté par des bandes armées. Ils étaient arrivés à prendre logement en dedans l'espace scolaire, côté, et dans un pile espace scolaire que nous identifié, que nous sommes allés, et que nous finissons par remarquer que, il y a un bantou côté, nous arrivés à prendre un banc pour faire manger. Je pense que en pile nous t'étendez ça. L'État haïtien, et par le biais du ministère de l'Éducation, par le biais du Fonds national de l'éducation, nous sommes arrivés à collecter des ressources pour nous être capables de confectionner en plusieurs bancs, même qu'on ait qu'il y a plus de 10 000 bancs. Et ce sont des bancs qui sont destinés aux enfants de l'école fondamentale et de la première année à la 9e année. Dans le cadre de rentrée scolaire, et font déjà fait 4 inaugurations d'école, mais en même temps, c'était un axe d'intervention qui sont renforcer l'école à travers les mobiliers et les matériels didactiques et pédagogiques. L'autre élément pour nous comprendre dans le cadre et visite entrepôt parce que le ministre a annoncé en conférence de presse pour dire que nous avons 10 000 bancs disponibles et nous inviter la presse à venir garder entrepôt mais mobilier et nous entrer dans le processus de distribution mobilier ça. Et l'autre élément pour nous comprendre la question mobilier ça, son effort que le gouvernement fait et la distribution a commencé parce que dans le nord nous avons 2500 bancs, dans le plateau central nous avons 1000 et la distribution a continué particulièrement par rapport avec l'établissement qui était servi pour les PDI qui a déplacé et nous à partir de week-end là nous avons commencé à distribuer à travers des écoles dans l'aire métropolitaine et distribution a faite aussi dans les autres départements du pays. Pour refermer la page nationale de Metro News, 16 jeunes femmes enceintes en situation difficile seront prises en charge par le Rotary Club de Pétionville. L'annonce a été faite ce vendredi par le président de cette structure. En conférence de presse ce vendredi, Guy Marioguet a fait savoir que ces prises en charge entrent dans le cadre d'un projet fraîchement lancé par le Rotary Club de Pétionville. Cette aide vise à apporter une assistance médicale à ces jeunes femmes durant leur grossesse jusqu'à leur accouchement, a-t-il ajouté. Le Rotary Club de Pétionville s'engage à venir en aide à des jeunes femmes enceintes. À travers un programme de subvention fraîchement inauguré, cette association sociale s'est donc donnée pour objectif d'accompagner 16 femmes en situation difficile et précaire dans les camps d'hébergement. Oui, nous lançons ce programme ça justement pour venir en aide à eux-mêmes, pour nous capable voir comment nous capable gagner un suivi médical et jusqu'à l'accouchement, donc pour permettre que toute bagaille est capable de passer très bien, pour que nous pas gagner aucun risque au moment de l'accouchement. Donc, nous avons encadré et même après l'accouchement, côté que nous décidons pour nous intégrer dans le circuit économique, côté que pour avoir une activité qui est capable d'aider et prendre vie en main. Donc, pour ne pas gagner, pour obliger à aller chercher manger par le et puis pour nous venir prendre l'autre beaucoup plus compliqué. Le Rotary Club de Pétionville a donc pensé à tout dans le cadre de ce programme de subvention. Les femmes enceintes constituant une catégorie vulnérable dans la société haïtienne, il était de bon ton pour les Rotariens de Pétionville de leur tendre la main. Un geste que saluent les bénéficiaires, arguant que cette opportunité arrive à point nommé. Evelyne a 32 ans, elle a 5 mois de grossesse. La jeune femme a dû quitter sa maison pour échapper à la violence des gangs. Moi, j'habite
vue, on a vu une belle vue, la montagne au Mali. Et quand il était passé dans ce temps, ça pose bien. Et puis, je me avait malade. Je ne pas en mesure, mais quand même, il y avait progrès, mais il n'y a pas eu d'expérience parce que avec quelques temps, il a donné des yeux. Et puis, mon petit j'ai l'opportunité de ça. Je me sens bien. Moi, assez pour nous fonctionner, juste pour manger, à manger. Gerline est âgée de 17 ans. Elle est aussi une bénéficiaire de ce programme de subvention lancé par le Rotary Club de Pétionville. Enceinte de 8 mois, la jeune fille évoque son calvaire. Premièrement, j'habite à Foucault depuis le 29 octobre, après qu'on a fini dans l'école. Nous sommes première dans l'école qui est la République du Brésil. Vite beaucoup, le 29 février, nous venons quitter l'école côté de Théa, nous venons habiter dans l'autre école. Nous bien qu'on a vu entre 1100 problèmes. Mais on a bien vu. Même si l'autre difficulté, tout soit fait en difficulté, mal dormi, tout soit fait mal fait. Autant de cas qui préoccupent au plus haut point le président du Rotary Club de Pétionville. Notons que le Rotary Club de Pétionville est une organisation non gouvernementale réunissant des hommes et des femmes de professions différentes et qui se consacre à l'action humanitaire. Ce programme de subvention est une grande première, mais ce ne sera sans doute pas la dernière, promet le notaire Guimard Yogué. Nous sommes au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres développés ce soir. 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire ont prêté serment ce vendredi. Ils ont pour mission principale l'organisation du référendum constitutionnel ainsi que des élections générales. L'exécutif a marqué le 218e anniversaire de l'assassinat du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Pendant que la cérémonie se tenait au Mupana, des tirs nourris ont été entendus au centre-ville de Port-au-Prince. Et puis le Fonds national de l'éducation a investi près de 346 millions de gourdes pour la production d'environ 13 000 kits scolaires destinés aux écoles publiques de l'enseignement fondamental dans les 10 départements du pays. Voilà ce qui met fin à notre dernière édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.